Le silence d'un cimetière n'est jamais vraiment total. Il y a toujours ce sifflement du vent entre les dalles de pierre, le craquement lointain d'une branche ou le murmure étouffé d'un passé qui refuse de se taire. Pour Marc-André de Valence, ce silence était devenu une prison de marbre et de granit. Il se tenait là, immobile, devant le mausolée familial des Valence, une structure imposante qui semblait défier le temps et la mort elle-même. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait déposé sa fille unique, Chloé, dans l'obscurité de cette crypte. 3 jours de vide absolu, où chaque battement de son cœur résonnait comme un reproche. Ses mains, habituellement fermes et habituées à diriger des empires financiers, tremblaient légèrement en effleurant le bord froid du monument. Il regardait le nom de sa fille fraîchement gravé, mais quelque chose en lui refusait d'accepter cette réalité. Ce n'était pas seulement la douleur d'un père, c'était une intuition viscérale, un signal d'alarme qui hurlait au fond de son esprit. Le rapport d'autopsie, qu'il avait lu et relu jusqu'à l'obsession, contenait une ombre, une faille presque imperceptible, une donnée biologique, un détail sur le groupe sanguin ou une réaction tissulaire qui ne cadrait pas avec les souvenirs médicaux qu'il avait de Chloé. Il avait essayé d'en parler à ses médecins, mais on avait mis cela sur le compte du choc et du deuil. Pourtant, Marc-André n'était pas homme à se laisser bercer par des illusions ou des consolations faciles. Il savait que dans le monde des affaires, comme dans celui de la vie, les détails sont les seuls remparts contre le mensonge. Et ce détail précis, cette minuscule incohérence, commençait à fissurer sa certitude. La brume matinale enveloppait les allées du cimetière, transformant les statues d'anges en spectres figés dans la pierre. C'est de ce voile blanc qu'elle est apparue, sans bruit, comme si elle faisait partie intégrante du paysage funèbre. Une femme, seule, avançant avec une lenteur calculée vers l'homme le plus puissant de la région. Elle ne ressemblait en rien aux femmes que Marc-André côtoyait habituellement dans ses salons de réception ou ses conseils d'administration. Ses vêtements étaient marqués par l'usure du travail quotidien. Ses traits étaient creusés par une fatigue que le maquillage ne cherchait pas à cacher. Mais ses yeux possédaient une clarté brutale, une lumière qui semblait capable de percer le brouillard le plus épais. Marc-André la regarda approcher, ses gardes du corps se tendant immédiatement à quelques mètres de là, prêts à intervenir au moindre geste brusque. Il leur fit signe de rester en retrait, intrigué par la dignité presque royale qui émanait de cet inconnu malgré son apparence modeste. Il y avait dans sa démarche une forme de fatalité qui imposait le respect. Elle s'arrêta à une distance respectable, juste assez près pour qu'il puisse voir les perles de rosée sur son manteau bon marché. Elle ne demanda pas l'aumône, elle ne chercha pas à exprimer une quelconque sympathie de circonstance pour son deuil. Elle se contenta de le fixer, avec une intensité qui fit passer un frisson le long de l'échine du millionnaire. Sans dire un mot, elle sortit de sa poche une enveloppe froissée, dont les coins étaient racornés par une manipulation nerveuse. Elle la lui tendit, le bras tendu, la main ne tremblant pas un seul instant. Le sceau d'un laboratoire de génétique, encore frais et parfaitement lisible, brillait sur le papier blanc comme une cicatrice ouverte. Marc-André hésita, ses doigts hésitant à saisir ce morceau de papier qui semblait peser plus lourd que le mausolée derrière lui. Il sentit une pression s'exercer sur sa poitrine, une intuition que ce qui se trouvait à l'intérieur allait changer le cours de son existence pour toujours. Le regard de la femme ne le lâchait pas, lourd d'une vérité qu'elle portait comme un fardeau depuis trop longtemps. « Ce test ADN dit la vérité », murmura-t-elle enfin, sa voix étant à la fois rauque et d'une précision chirurgicale. Elle ne criait pas, mais chaque mot semblait résonner contre les parois de marbre, amplifiées par le silence du cimetière. Les gardes du corps firent un pas en avant, sentant la tension monter, mais Marc-André les stoppa d'un geste impérieux de la main. Il déchira l'enveloppe avec une précipitation qui trahissait son angoisse croissante, ses yeux parcourant rapidement les termes techniques et les colonnes de chiffres. Les marqueurs génétiques étaient là, alignés comme les preuves d'un crime parfait que l'on vient de mettre au jour. Les résultats étaient indiscutables, frappant de certitude biologique. Le document n'était pas une tentative de chantage grossière, il ne demandait pas d'argent en échange du silence. C'était une condamnation, un verdict rendu par la science contre les apparences que le monde entier avait acceptées. Marc-André sentit ses jambes fléchir légèrement, ses yeux passant du papier à la femme, puis vers les grilles du cimetière. Là-bas, resté à l'écart près des barreaux de fer forgé, se tenait un enfant, un petit garçon dont le visage était à moitié caché par le brouillard.
Il ne bougeait pas, il attendait simplement, sa petite main serrant le montant de la grille. Mais même à cette distance, la ressemblance physique avec la lignée des Valence était une gifle en plein visage pour Marc-André. Les marqueurs génétiques indiqués sur le rapport étaient formels. Cet enfant, ce petit garçon qui attendait dans le froid, était le sang de Marc-André de Valence. Il était son fils, une réalité biologique dont il n'avait jamais soupçonné l'existence jusqu'à cet instant précis. Mais cette révélation, aussi monumentale soit-elle, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Une question s'abattit alors sur lui comme un coup près, terrifiante et inévitable, faisant basculer sa raison dans un abîme de doute. Si cet enfant était véritablement le sien, si ce test ADN disait la vérité sur sa descendance vivante, une interrogation monstrueuse surgissait de la terre. Qui était donc la personne qui reposait réellement sous cette dalle de granit de plusieurs tonnes à quelques centimètres de lui? Le millionnaire sentit le sol se dérober sous ses pieds, la certitude de son deuil se transformant en une énigme macabre. Sa vie de privilège, de pouvoir et de contrôle n'était plus qu'un décor de théâtre dont les coulisses semblaient soudainement maculées de sang et de subversion. Chaque pierre de ce mausolée lui paraissait maintenant être un mensonge pétrifié. Il regarda Helena, car tel était le nom de cette femme qui venait de briser son monde, et il vit dans son regard non pas de la haine, mais une détermination glaciale. Elle était venue demander justice, non pas pour elle-même, mais pour cet enfant dont l'existence avait été effacée par une main invisible. Elle était le témoin d'une machination qui dépassait l'entendement. Si vous voulez comprendre comment une vérité peut être enterrée sous des tonnes de béton et comment le courage d'une mère peut tout faire basculer, restez avec nous. Les secrets que nous allons découvrir ensemble vont au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette investigation où la justice finit toujours par réclamer son dû. Marc-André reprit ses esprits, même si son souffle restait court et saccadé, ses yeux ne quittant plus le document qu'il tenait entre ses mains. Ce n'était pas seulement un test de paternité, c'était la preuve irréfutable d'un échange, d'une manipulation orchestrée dans les recoins les plus sombres de sa propre vie. Quelqu'un avait payé pour que le silence devienne la seule loi en vigueur. Quelqu'un avait méticuleusement organisé la disparition d'un héritier légitime pour le remplacer par un corps sans identité, une coquille vide destinée à tromper le monde. L'enquête qui s'ouvrait devant lui allait le mener au cœur d'un système corrompu où l'influence et l'argent tentèrent de broyer les faits les plus têtus. Mais le sang avait parlé, et le sang ne ment jamais. Le millionnaire s'approcha d'Helena, ignorant les protestations muettes de sa sécurité, cherchant dans les traits de cette femme les indices d'une vie qu'il avait ignorée. Il voulait savoir où elle était restée cachée, comment elle avait survécu, et surtout, qui l'avait forcé à rester dans l'ombre pendant toutes ces années. Les réponses qu'il s'apprêtait à obtenir allaient être plus douloureuses que le deuil lui-même. Y aurait-il un nom effacé sur le registre des naissances, une identité volée pour servir les intérêts d'une caste qui se croyait au-dessus des lois? Le véritable testament de sa famille était-il enterré avec Chloé, ou du moins avec celle qu'il croyait être sa fille? L'ombre du doute s'étendait désormais sur chaque souvenir, chaque moment de tendresse qu'il pensait avoir partagé. L'investigation commença dans l'ombre des bureaux de notaires luxueux et dans les couloirs stériles de l'hôpital Saint-Jude, là où tout avait commencé. Marc-André commença à mobiliser ses ressources, non plus pour protéger son empire, mais pour démanteler le mensonge sur lequel il était bâti. Il découvrit très vite que le registre d'admission de la nuit de l'accouchement avait été raturé de manière suspecte. Une clause secrète dans le testament de son propre père, qu'il avait toujours considéré comme une simple formalité juridique, prenait soudain une résonance sinistre. Elle prévoyait le détournement total de la succession si l'héritier n'était pas jugé biologiquement apte selon des critères flous et archaïques. Le piège avait été tendu bien avant qu'il ne s'en aperçoive. Son avocat personnel, Maître Lefebvre, un homme en qui il avait placé une confiance aveugle depuis des décennies, commença à agir de manière erratique. Il suggérait avec une insistance suspecte qu'Helena n'était qu'une opportuniste ou une déséquilibrée cherchant à profiter de la fortune des Valence. Mais Marc-André voyait clair dans son jeu désormais, chaque dénégation de l'avocat renforçant sa conviction. Helena, quant à elle, possédait une arme que toute la fortune du monde ne pouvait pas acheter,
une mémoire absolue et précise des moindres détails de cette nuit fatidique. Elle se souvenait de l'odeur entêtante du désinfectant bon marché dans l'aile désaffectée de la clinique, de la lueur froide des néons qui grésillaient au-dessus de son lit. Elle était le témoin oculaire d'un crime que tout le monde voulait oublier. Elle décrivit avec une précision glaçante la plaque d'immatriculation de la voiture noire qui attendait devant la morgue aux premières lueurs de l'aube. Elle se rappelait le nom de l'infirmière, une certaine Sophie, qui avait disparu de la circulation 2 jours seulement après l'accouchement. Chaque pièce du puzzle qu'elle apportait s'emboîtait parfaitement dans les vides laissés par les documents officiels. Le système, sentant la menace, tenta immédiatement de l'effacer, elle et sa vérité dérangeante. Un accident de voiture suspect manqua de l'emporter sur le chemin du retour, une collision frontale qui n'avait rien d'un hasard malheureux. Les preuves physiques qui auraient pu subsister à l'hôpital furent opportunément détruites dans un incendie qui ravagea les archives quelques heures après les premières questions de Marc-André. Mais le millionnaire n'était plus la proie facile qu'ils imaginaient. Il avait cessé d'être une victime pour devenir un prédateur déterminé. Il utilisa sa puissance financière pour racheter les dettes personnelles du directeur de la clinique, le plaçant devant un choix simple, la vérité ou la ruine totale. Face à la pression, les remparts du silence commencèrent enfin à se fissurer. La confession du directeur fut atroce, révélant un réseau de complicité qui s'étendait jusque dans les sphères les plus intimes de la vie de Marc-André. Un accord de confidentialité globale avait été signé sous la menace, garantissant que personne ne parlerait jamais de l'échange des nourrissons. Le rapport médical original avait été falsifié pour masquer une vérité qui aurait tout remis en cause. La tension monta d'un cran supplémentaire lorsque Marc-André réalisa avec une horreur glacée que l'ennemi n'était pas tapi à l'extérieur, dans l'ombre. L'architecte de cette trahison siégeait peut-être à sa propre table, au sein de son propre conseil d'administration, surveillant chacun de ses mouvements. Chaque sourire qu'on lui adressait devenait une potentielle morsure de serpent. L'ascension vers la vérité était parsemée de cadavres administratifs et de carrières brisées pour avoir voulu poser les bonnes questions. Chaque signature sur les documents de succession était une trahison. Chaque acte notarié cachait une procuration falsifiée ou un témoignage acheté. Le labyrinthe était complexe, mais Marc-André en tenait désormais le fil d'Ariane. Il savait que pour mettre fin à cette mascarade, il devait passer à l'offensive de la manière la plus brutale et la plus publique possible. Il exigea une exhumation judiciaire, une procédure que ses adversaires tentèrent de bloquer par tous les moyens légaux imaginables. L'ordre fut contesté en pleine nuit par un juge de permanence aux liens financiers plus que douteux avec la famille de son ex-femme. Mais la pression médiatique que Marc-André déclencha, en utilisant sa propre influence sur les grands journaux, rendit le silence impossible à maintenir. Le public se passionnait pour ce drame qui mêlait fortune immense et secrets de famille inavouables. La vérité ne pouvait plus rester cachée sous la terre, elle bouillonnait déjà à la surface, prête à tout emporter. Le jour de l'ouverture du tombeau arriva enfin, sous une pluie fine et persistante, qui semblait vouloir laver la poussière de tant de mensonges accumulés. Marc-André se tenait là, aux côtés d'Helena, leurs regards unis vers la dalle qui allait enfin livrer son secret. Les autorités étaient présentes, les visages étaient graves, et le silence était plus lourd que jamais. Lorsque les ouvriers soulevèrent enfin le couvercle de pierre, un souffle d'air froid s'échappa de la crypte, emportant avec lui les dernières illusions du millionnaire. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur n'était pas ce que le monde attendait, mais quelque chose de bien plus révélateur et de bien plus sombre. La justice était en marche, et rien ne pourrait plus l'arrêter. Le cercueil, censé contenir les restes de sa fille bien-aimée, ne contenait pas de dépouille humaine. À la place, les enquêteurs découvrirent une boîte métallique scellée, remplie de documents financiers et de preuves de détournement de fonds massifs. C'était la cachette parfaite, un endroit où personne n'aurait jamais pensé à chercher les preuves d'un crime financier d'une telle envergure. La trahison était totale. L'héritage avait été vidé de sa substance, tandis que Marc-André pleurait sur une tombe vide de chair, mais pleine de corruption. Chaque centime détourné était lié à une signature. Chaque transaction menait à un nom qu'il connaissait parfaitement. Le scandale était sur le point d'éclater, et les répercussions allaient ébranler les fondements même de la haute société. Mais au-delà de l'argent et du pouvoir, il restait une question fondamentale qui hantait le regard de Marc-André. Où était Chloé?
Si elle n'était pas dans ce mausolée, si l'enfant d'Elena était bien son fils, quel sort avait été réservé à celle qui l'avait élevé pendant des années? La réponse se trouvait peut-être dans ces documents, ou peut-être dans la peur qui se lisait maintenant sur le visage de ses anciens alliés. Le couvercle du cercueil, une lourde plaque de métal brossée, reposait désormais sur le sol de pierre de la crypte avec un fracas qui semblait ne jamais vouloir s'éteindre. Marc-André de Valence ne pouvait détacher ses yeux du contenu macabre de ce qui aurait dû être la dernière demeure de sa fille. Au lieu de la soie blanche et du repos éternel, il y avait des classeurs, des liasses de billets de banque décolorés par l'humidité et des contrats portant des sceaux officiels de paradis fiscaux. L'air était devenu irrespirable, non pas à cause de la décomposition, mais par le poids étouffant de cette trahison bureaucratique. Chaque dossier était une preuve, chaque document une flèche dirigée vers le cœur de l'empire qu'il croyait diriger. Le millionnaire sentit une nausée violente monter en lui, une réalisation brutale que son deuil n'était qu'une mise en scène orchestrée par des mains expertes. Le juge de permanence, qui quelques heures plus tôt tentait encore d'empêcher cette exhumation, resta pétrifié à l'entrée du mausolée. La police scientifique commença à photographier chaque pièce, chaque dossier, transformant le lieu sacré en une scène de crime financier à ciel ouvert. Marc-André se tourna vers Elena, qui observait la scène avec une absence totale de surprise, comme si elle avait toujours su que la tombe était une imposture. Elle tenait toujours fermement la main de son fils, ce petit garçon qui regardait les adultes avec des yeux trop grands pour son jeune âge. « Ils ne se sont pas contentés de voler l'identité de mon fils, » murmura Elena, sa voix n'étant plus qu'un souffle glacé dans l'humidité ambiante. « Ils ont utilisé la mort d'une enfant qui n'a jamais existé pour enterrer leurs crimes sous votre nom. » Cette phrase frappa Marc-André avec la force d'un impact physique. Une enfant qui n'avait jamais existé. Il se revoyait pourtant à l'hôpital, tenant cette petite fille dans ses bras, l'élevant, la voyant grandir pendant des années jusqu'à ce prétendu accident tragique. Le vertige le prit, le forçant à s'appuyer contre la paroi froide du mausolée alors que les policiers commençaient à évacuer la zone. Si Chloé n'avait jamais existé, qui était l'enfant qu'il avait aimé, celle dont il avait fêté les anniversaires et soigné les genoux écorchés? La vérité était un abîme noir dont il ne voyait pas le fond. Une manipulation génétique et administrative d'une ampleur qui dépassait ses pires cauchemars. Tout son passé, chaque souvenir de paternité, semblait s'effriter comme de la vieille pierre sous l'effet d'un acide corrosif. Dans les bureaux de la police judiciaire, quelques heures plus tard, le silence était seulement interrompu par le bruit des claviers et le froissement des papiers. Marc-André était assis devant Maître Lefebvre, son avocat de toujours, dont le visage d'habitude si serein était désormais livide et couvert de sueur. Lefebvre essayait de maintenir sa contenance, mais ses mains ne cessaient de triturer un stylo en argent, un tic nerveux qu'il n'avait jamais montré auparavant. Marc-André l'observait avec une froideur nouvelle, analysant chaque mouvement de l'homme qu'il considérait autrefois comme son plus proche confident. « Expliquez-moi comment des actifs de la société familiale se retrouvent dans le cercueil de ma fille, Lefebvre », demanda le millionnaire d'une voix qui ne souffrait aucune dérobade. L'avocat ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, ses yeux fuyant sans cesse vers la porte de sortie. Le piège se refermait sur ceux qui pensaient avoir tout prévu, mais les obstacles commençaient à se multiplier pour empêcher la vérité d'éclater totalement. Des appels anonymes arrivaient déjà sur les téléphones des enquêteurs, des pressions politiques venues de très haut pour étouffer le scandale avant qu'il ne détruise la bourse. Elena, installée dans une pièce sécurisée avec son fils, sentait la menace peser sur eux plus lourdement que jamais. Elle savait que pour ces gens, une mère célibataire et son enfant n'étaient que des variables gênantes que l'on pouvait supprimer d'un trait de plume ou d'un accident opportun. Elle se rappelait les nuits passées à fuir, changeant de ville tous les 6 mois, vivant dans la peur constante d'être retrouvée par ceux qui avaient volé son bébé à la naissance. Elle avait gardé ce test ADN comme un bouclier, attendant le moment où le pouvoir de Marc-André serait sa seule protection. Mais le millionnaire était lui-même au centre d'une tempête qu'il ne maîtrisait plus, ses propres comptes bancaires étant soudainement gelés sous prétexte d'une enquête pour fraude fiscale. On essayait de le paralyser, de lui couper les vivres pour l'empêcher de financer sa propre quête de justice. Chaque pas vers la vérité révélait une nouvelle couche de corruption,
un réseau de complicité qui incluait des médecins, des juges et même des membres de sa propre famille. Son beau-frère, qu'il croyait être un allié fidèle, avait disparu de la ville dès l'ouverture du cercueil, laissant derrière lui une villa vide. Si vous ressentez l'injustice de cette situation et que vous voulez voir la vérité triompher des ombres du pouvoir, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Ces histoires humaines, souvent enterrées sous le silence de l'argent, méritent d'être racontées jusqu'au bout. Inscrivez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail d'investigation et ne rien manquer des révélations à venir. Marc-André se retrouva seul dans son bureau, entouré des portraits de ses ancêtres, qui semblaient désormais le juger avec mépris. Il réalisa que sa fortune n'était pas un rempart, mais la cible même de ceux qui avaient orchestré ce drame depuis le début. Son propre père avait peut-être été l'architecte initial de ce plan monstrueux. Une lettre ancienne, retrouvée au fond d'un des coffres cachés dans le cercueil, mentionnait une assurance successorale qui devait être activée au décès du dernier héritier direct. Le document suggérait que la mort de Chloé n'était pas un accident, mais une étape programmée pour déclencher un transfert massif de fonds vers des comptes anonymes. L'horreur atteignit son paroxysme quand Marc-André comprit que l'enfant qu'il avait enterré n'était qu'un pion, une petite fille sans nom choisie pour sa ressemblance physique. On lui avait fait aimer un fantôme pour mieux le dépouiller de sa réalité et de son fils légitime, rester dans la misère avec Elena. L'approfondissement émotionnel de cette découverte brisa les dernières résistances du millionnaire qui s'effondra sur son bureau, les larmes coulant enfin librement sur son visage marqué. Il pleurait la fille qu'il avait aimée et qui n'était pas la sienne, et il pleurait les années perdues loin de son fils qu'il ne connaissait pas. Elena entra dans la pièce, sans frapper, et s'arrêta devant cet homme brisé par sa propre richesse, une image qu'elle n'aurait jamais cru voir un jour. Elle ne ressentit pas de joie face à sa chute, seulement une tristesse partagée pour les vies gâchées par la cupidité de ceux qui se croyaient intouchables. « Nous n'avons plus beaucoup de temps, » dit-elle doucement, posant une main hésitante sur l'épaule de Marc-André. « Ils ont envoyé quelqu'un à la clinique Saint-Jude pour effacer les dernières traces physiques de la naissance de mon fils. » Le tournant de l'affaire se produisit cette nuit-là, lorsque Marc-André décida de jouer le tout pour le tout en utilisant ses derniers contacts loyaux dans la sécurité privée. Il ne s'agissait plus de suivre la loi, mais de devancer ceux qui la manipulaient à leur guise pour protéger leurs intérêts. Ils arrivèrent à la clinique, alors que les flammes commençaient déjà à lécher les fenêtres du service des archives, une odeur de papier brûlé et d'essence saturant l'air nocturne. Quelqu'un voulait transformer l'histoire en cendres, mais Marc-André était prêt à traverser le feu pour sauver ce qui restait de sa dignité. Dans la confusion de l'incendie, il aperçut une silhouette familière s'échappant par l'issue de secours, serrant un sac de cuir noir contre sa poitrine. C'était l'infirmière Sophie, celle que tout le monde croyait disparue depuis des années, et qui détenait sans doute la clé finale de ce mystère. La poursuite s'engagea dans les rues désertes de la ville, une course effrénée entre le passé qui s'enfuyait et le futur qui tentait désespérément de le rattraper. Marc-André conduisait lui-même, chaque virage le rapprochant un peu plus d'une confrontation qu'il redoutait autant qu'il l'espérait. Sophie fut finalement acculée dans une impasse, la lumière des phares la clouant contre un mur de briques comme un insecte sur une planche de collectionneur. Elle tremblait de tout son corps, réalisant que les puissants protecteurs qu'on lui avait promis ne viendraient jamais à son secours. « Ils m'ont forcé à le faire » hurla-t-elle alors que Marc-André sortait de la voiture, son visage n'étant plus qu'un masque de détermination implacable. « Ils m'ont dit que l'enfant serait mieux ailleurs, que la succession ne pouvait pas tomber entre les mains d'une femme comme Elena. » Ces aveux, enregistrés par le téléphone de Marc-André, furent la première véritable fissure dans le mur d'impunité des conspirateurs. Elle révéla que l'échange avait eu lieu dans les minutes suivant l'accouchement, sous la supervision directe de Maître Lefebvre et d'un membre éminent du conseil d'administration. Mais la révélation la plus choquante restait à venir, une information qui fit s'arrêter le cœur de Marc-André pendant une seconde interminable. Sophie avoua que la petite fille qui avait pris la place du garçon n'était pas morte par accident, mais qu'elle avait été écartée car elle commençait à poser trop de questions sur ses origines. Le millionnaire comprit alors que le sang sur les mains de ses proches n'était pas seulement métaphorique, il était réel et encore chaud. On avait sacrifié une enfant innocente pour protéger un secret financier,
Et on s'apprêtait à faire de même avec lui si le scandale n'était pas étouffé immédiatement. La tension était à son comble lorsque des voitures noires, sans plaque d'immatriculation, commencèrent à encercler l'impasse où il se trouvait. Les lumières s'éteignirent soudainement dans le quartier, plongeant la scène dans une obscurité totale, seulement troublée par le bruit sourd des portières qui s'ouvraient. Marc-André sentit la présence de la mort rôder tout près de lui, non plus dans un cercueil de marbre, mais dans le canon silencieux d'une arme pointée dans sa direction. Il regarda Helena qui s'était accroupie près de la voiture, et il sut que leur combat ne faisait que commencer, au milieu de cette nuit qui refusait de finir. Le silence revint un instant, lourd et menaçant, avant qu'une voix familière ne s'élève de l'obscurité, une voix qu'il aurait reconnue entre mille. C'était celle de son propre beau-frère, qui s'avançait calmement vers lui, un sourire cruel aux lèvres et un document à la main. « Tu aurais dû rester au cimetière, Marc-André, » dit-il avec une pointe de regret simulée dans la voix. « Il est beaucoup plus facile d'honorer un mort que de gérer un héritier qui n'était pas censé survivre à cette nuit-là. » Le document qu'il tenait était l'acte de décès original de Chloé, mais il portait une date postérieure à celle de l'enterrement factice, prouvant que la machination était encore plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La petite fille était peut-être encore en vie quelque part, prisonnière d'un système qui refusait de la libérer. Marc-André comprit que pour sauver son fils et retrouver la trace de celle qu'il avait considérée comme sa fille, il allait devoir descendre encore plus bas, dans les cercles de l'enfer qu'ils avaient créés. La bataille pour la vérité venait de changer d'échelle, passant du tribunal à la survie pure et simple. La pluie ne lavait rien. Elle ne faisait qu'étaler la crasse et l'huile sur le bitume de l'impasse. Philippe, le beau-frère de Marc-André, s'avançait avec la confiance de ceux qui ont déjà gagné la partie avant même qu'elle ne commence. Son sourire n'était pas celui d'un parent inquiet, mais celui d'un prédateur qui vient de coincer sa proie dans un coin sans issue. Le document qu'il agitait comme un trophée était l'acte de décès original de Chloé, mais la date y figurant était impossible. Elle indiquait un décès survenu 2 jours après l'enterrement officiel, une incohérence qui donnait le vertige à Marc-André. Si elle était vivante au moment où il pleurait devant une tombe de marbre, où était-elle et qui avait-il réellement pleuré? Les hommes en noir sortirent des voitures avec une lenteur calculée, le métal de leurs armes brillant sous la lueur blafarde des réverbères. Marc-André sentit la main d'Helena se serrer sur son bras, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de son manteau de luxe. Elle n'avait pas peur pour elle-même, elle avait peur pour la vérité qu'elle portait comme une flamme vacillante. « Tu as toujours été trop sentimental, Marc-André, » lança Philippe, sa voix résonnant avec une cruauté métallique. « Tu as passé des années à chérir une illusion, alors que les comptes de la famille se vidaient au profit de ceux qui savaient vraiment compter. L'obstacle n'était plus seulement juridique ou administratif, il était désormais physique et mortel, une barrière de chair et de plomb. Marc-André comprit que chaque document trouvé dans le cercueil était un piège destiné à le lier à une fraude qu'il n'avait jamais commise. On ne se contentait pas de lui voler son fils, on lui imputait le vol de son propre empire. Le millionnaire regarda les visages de ces hommes, des mercenaires payés avec son propre argent, et il réalisa l'ampleur de son aveuglement. Il avait construit une forteresse de verre, et ceux qui l'avaient chargé de la protéger étaient ceux-là même qui venaient de lancer les premières pierres. Helena fit un pas en avant, sa silhouette frêle défiant la stature imposante de Philippe et de ses gardes. « L'argent ne pourra pas effacer l'ADN, Philippe, » dit-elle, sa voix claire perçant le grondement lointain de l'orage. « Vous pouvez tuer des gens, mais vous ne pouvez pas tuer la réalité biologique d'un fils qui réclame son nom. » Philippe éclata d'un rire sec, un son dépourvu de toute humanité qui fit frissonner Marc-André jusqu'à la moelle. Il fit un signe de la tête, et 2 de ses hommes s'approchèrent pour saisir l'infirmière Sophie, qui tremblait toujours contre le mur. Elle était le dernier témoin gênant, la pièce manquante d'un puzzle qu'il s'apprêtait à brûler. C'est à cet instant que le silence de l'impasse fut déchiré par le hurlement des sirènes, mais pas celle de la police que Marc-André espérait. C'étaient des voitures de la brigade financière, menées par un procureur dont Marc-André savait qu'il était sur la liste de paie de son beau-frère. Le piège était parfait, une machination où la loi elle-même servait de bourreau. Ils n'étaient pas venus pour arrêter Philippe, ils étaient venus pour arrêter Marc-André de Valence, pour détournement de fonds et profanation de sépultures. On retournait sa propre quête de vérité contre lui,
transformant son deuil en un crime crapuleux aux yeux du monde. Chaque preuve qu'il avait récoltée allait être utilisée pour sceller son propre destin. Le millionnaire sentit un vide immense s'ouvrir sous ses pas, une sensation de chute libre dans un monde où les repères moraux s'étaient évaporés. Il regarda son fils, ce petit garçon qui lui ressemblait tant et qu'il venait à peine de retrouver, et une rage froide commença à remplacer son désespoir. Si vous croyez que la justice ne doit pas être un jouet entre les mains des puissants, restez avec nous pour découvrir comment Marc-André va tenter de briser ce cercle de trahison. Ce combat pour la vérité et la filiation touche au cœur de ce que nous sommes. Inscrivez-vous à la chaîne pour soutenir Elena et son fils dans cette épreuve où chaque seconde compte. Dans le fond de sa conscience, Marc-André entendait encore le rire de son père, un homme qui lui avait toujours dit que le pouvoir ne se partageait pas, il s'imposait. Avait-il lui-même été l'architecte de cette monstrueuse substitution pour garantir la pureté de la lignée Valence? La pensée était un poison qui s'insinuait dans chaque souvenir d'enfance, chaque conseil reçu. « Je n'ai jamais été un père pour toi, Philippe », murmura Marc-André, ses yeux se fixant sur ceux de son beau-frère avec une intensité nouvelle. « Mais je suis le père de cet enfant, et rien, ni tes juges achetés, ni tes mercenaires, ne pourra changer ce fait fondamental. » L'émotion de Marc-André n'était plus de la tristesse. C'était une dévastation totale qui reconstruisait son âme sur des bases de pur granit. Il se revoyait tenant Chloé, la petite fille qui n'était pas la sienne, et il comprenait maintenant que l'amour qu'il lui avait porté était le seul élément réel de cette mascarade. On avait utilisé sa capacité d'aimer pour mieux le manipuler. Elena, de son côté, luttait contre une terreur ancienne qui menaçait de la paralyser à nouveau, celle de retourner dans l'ombre et l'oubli. Elle savait que si Marc-André tombait ce soir, elle et son fils disparaîtraient dans les statistiques des personnes disparues, une note de bas de page dans l'histoire des Valences. Le monologue interne de la mère célibataire était une prière muette adressée à un ciel qui restait sourd, une supplication pour que le courage ne lui fasse pas défaut. Elle avait passé des années à construire des remparts autour de son fils, et voilà que ces remparts s'effondraient devant la puissance brute de l'argent corrompu. Le tournant de cette nuit d'enfer se produisit au moment où l'infirmière Sophie, dans un ultime élan de survie, hurla une adresse que personne ne s'attendait à entendre. Ce n'était pas une banque, ce n'était pas un bureau de notaire, c'était le nom d'un couvent isolé dans les montagnes, une institution connue pour son secret absolu. « Elle est là-bas, Chloé est vivante, et elle est là-bas !» cria-t-elle, avant d'être violemment projetée dans l'une des voitures noires. Philippe changea instantanément de visage, sa superbe s'effritant pour laisser place à une panique mal dissimulée. L'information venait de fuiter, et le contrôle de la narration lui échappait. Marc-André n'attendit pas une seconde de plus. Il utilisa la confusion créée par l'arrivée des sirènes pour se jeter dans sa voiture, entraînant Elena et l'enfant avec lui. Il ne se souciait plus des procédures, des avocats ou des conséquences légales. Il n'avait plus qu'un seul objectif, atteindre ce couvent avant que le silence ne soit imposé définitivement. Le moteur vrombit, les pneus crissant sur le bitume mouillé alors qu'il forçait le passage entre deux véhicules de police qui tentaient de lui barrer la route. La poursuite s'engagea sur les routes sinueuses qui quittaient la ville, une course contre la montre et contre la mort sous un ciel déchiré par les éclairs. Chaque virage était une prise de risque mortelle, chaque accélération un défi lancé à ceux qui voulaient le voir enchaîné ou enterré. Marc-André conduisait avec une précision chirurgicale, la rage lui servant de carburant, tandis qu'Elena serrait son fils contre elle à l'arrière, priant pour que la route ne s'arrête jamais. Derrière eux, les gyrophares formaient une guirlande sinistre qui refusait de lâcher prise. Un rappel constant que l'État, ou ce qu'il en restait entre les mains de Philippe, était à leur trousse. Le millionnaire réalisa que s'il arrivait au couvent, il n'y trouverait peut-être pas seulement Chloé, mais la preuve finale de l'implication de son père dans ce trafic d'êtres humains. L'approfondissement de l'horreur atteignit son paroxysme lorsqu'il comprit que le couvent n'était pas une cachette, mais une prison dorée financée par la Fondation Valence depuis des décennies. Son propre argent servait à maintenir sa fille captive, loin de lui, tandis qu'il pleurait sur une tombe vide. La perversité du plan était totale. Elena regardait le profil de Marc-André, cet homme qu'elle avait détesté de toutes ses forces pour avoir pris la place de son fils, et elle vit pour la première fois la victime qu'il était lui aussi.
Ils étaient deux parents brisés par le même monstre, unis par une tragédie qui les dépassait tous les deux. « S'il nous rattrape, Marc-André, commença-t-elle, mais il ne la laissa pas finir, ses mains se serrant davantage sur le volant. « Ils ne nous rattraperont pas, Helena. Ce soir, le nom des Valence va enfin signifier la vérité, ou il va s'éteindre avec moi sur cette route. » Le tournant n'était pas seulement géographique. Il était moral et spirituel, une transition entre l'homme de pouvoir qu'il était et le père qu'il devenait enfin. Il était prêt à tout sacrifier, sa fortune, son nom et sa liberté, pour une seule minute de vérité et un seul regard de la petite fille qu'il croyait perdue. L'orage redoublait d'intensité, les essuie-glaces peinant à dégager la vue alors qu'ils s'enfonçaient dans les hauteurs sombres de la forêt. Le couvent Saint-Ange apparut soudainement au sommet d'un éperon rocheux, une masse de pierres sombres et austères qui semblait surveiller la vallée avec une malveillance séculaire. Les portes de fer forgé étaient fermées, mais Marc-André ne ralentit pas, il lança sa berline de luxe contre l'obstacle avec une violence inouïe. Le choc fut assourdissant, le métal cédant sous la force de l'impact, ouvrant la voie vers le sanctuaire des secrets de sa famille. À l'intérieur de la cour, le silence était d'une lourdeur insupportable, seulement troublé par le clapotis de la pluie sur les dalles anciennes. Des fenêtres hautes et étroites, aucune lumière ne filtrait, donnant au lieu l'apparence d'un immense mausolée pour les vivants. Marc-André sortit de la voiture, son arme à la main, prêt à affronter les ombres de son passé. Il savait que Philippe ne tarderait pas à arriver avec ses renforts et ses ordres de capture, et que chaque seconde passée dans ce lieu était une seconde de plus passée en territoire ennemi. Il devait trouver Chloé, il devait trouver le registre, et il devait le faire avant que le brouillard ne recouvre tout à nouveau. Un pas résonna sur le pavé, lent et régulier, venant de l'ombre d'un cloître adjacent. Une silhouette vêtue de noir apparut, une femme dont le visage était caché par un voile, mais dont la voix était étrangement familière à Marc-André. C'était la supérieure du couvent, celle qui avait reçu les fonds de la Fondation Valence pendant 30 ans. « Vous n'auriez pas dû venir, Marc-André, » dit-elle d'un ton monocorde, dépourvu de toute émotion humaine. « Certaines vérités sont trop lourdes pour être portées par un seul homme, et votre père le savait mieux que quiconque. » Elle tenait dans sa main une clé ancienne, une clé qui semblait ouvrir bien plus que de simples portes de bois. Marc-André comprit que le véritable testament n'était pas dans un cercueil, mais dans la mémoire de cette femme qui avait été la gardienne des péchés de sa lignée. Le dénouement était proche, et il allait être plus sanglant que ce qu'il avait imaginé. La lourde porte de chêne du couvent Saint-Ange grinça sur ses gonds, libérant une odeur de cire froide et de siècles de prières étouffées. Marc-André s'engouffra dans le hall de pierre, Helena et son fils sur ses talons, tandis que les sirènes de Philippe déchirèrent le silence de la montagne. La supérieure ne bougea pas, sa silhouette sombre se découpant contre la lueur d'un unique cierge qui vacillait dans le courant d'air. Chaque pas du millionnaire résonnait comme un coup de tonnerre sous les voûtes séculaires, brisant un calme qui n'était que le masque de l'infamie. Il ne cherchait plus la discrétion. Il cherchait le cœur du mensonge qui avait dévoré sa vie et celle d'Helena. La supérieure leva sa main pâle, pointant la clé vers un escalier dérobé qui s'enfonçait dans les entrailles du bâtiment. « Ce que vous allez trouver là-bas n'est pas une enfant, Marc-André, c'est le miroir de votre propre honte, » murmura la religieuse, ses yeux ne montrant aucun remords, seulement une lassitude infinie. Elle savait que l'argent des Valence ne suffirait plus à payer le silence du ciel, et que l'heure des comptes avait enfin sonné pour tous. Ils descendirent les marches glissantes, l'humidité des murs s'infiltrant dans leurs vêtements comme une sueur froide. Au bas de l'escalier, une porte de fer massif barrait le passage, isolée du monde par des mètres de roches et de secrets. Marc-André saisit la clé des mains de la supérieure, ses doigts heurtant le métal avec une violence désespérée. Le verrou tourna avec un gémissement sinistre, révélant une pièce petite mais impeccablement propre, où une jeune fille était assise près d'une fenêtre à barreaux. Elle se tourna vers eux, et le souffle de Marc-André se bloqua net dans sa gorge, ses jambes manquant de se dérober sous lui. C'était Chloé, ou du moins l'image vivante de celle qu'il avait pleurée, mais ses yeux portaient une tristesse que seul l'isolement peut graver. La jeune fille ne cria pas, elle ne s'enfuit pas. Elle se contenta de fixer cet homme qu'elle croyait mort depuis des années, selon ce qu'on lui avait répété. Marc-André s'effondra à genoux, les larmes inondant son visage, alors qu'il tendait les bras vers celle qui n'était pas son sang, mais qui était sa fille,
par chaque fibre de son âme. On l'avait cachée ici, car elle n'était pas biologiquement parfaite. Une malformation cardiaque détectée tardivement ayant servi de prétexte à son exclusion de la lignée. Elena restait en retrait, son fils serré contre elle, réalisant que la tragédie ne s'arrêtait pas à son propre enfant volé. Elle voyait devant elle 2 vies brisées par la même obsession de pureté et de pouvoir, 2 enfants sacrifiés sur l'autel d'un héritage empoisonné. La vérité n'était pas seulement une affaire d'ADN, c'était une affaire de cruauté pure. Soudain, le fracas des bottes sur le pavé au-dessus d'eux annonça l'arrivée de Philippe et de ses hommes, la traque touchant à sa fin. Le beau-frère apparut dans l'encadrement de la porte, son visage déformé par une rage noire, son arme pointée directement sur le cœur de Marc-André. Il n'y avait plus de place pour les discours ou les contrats, seulement pour le silence définitif de la poudre. « Tu as toujours eu le don de tout gâcher, Marc-André », cracha Philippe, le doigt crispé sur la détente, alors que les gardes encerclèrent la petite pièce. Il suffisait de laisser les morts là où ils étaient, et de profiter de ce qui restait de ton empire, mais tu as choisi de tout brûler. Marc-André se releva lentement, se plaçant devant Chloé pour lui faire un rempart de son propre corps, son regard ne quittant pas celui de son bourreau. Il ne craignait plus la mort, car il l'avait déjà rencontrée dans ce mausolée vide et dans les yeux de cet enfant qu'il venait de retrouver. Le millionnaire n'était plus un homme d'affaires, il était un père prêt à payer le prix ultime. C'est alors qu'Elena, avec une rapidité que personne n'avait prévue, sortit de son manteau l'enregistreur où Sophie avait confessé la vérité et le lança aux pieds des gardes. La voix de l'infirmière, tremblante et précise, emplit la cellule, nommant chaque complice, chaque paiement, chaque crime commis sous les ordres directs de Philippe. Les gardes, qui étaient des hommes de la police officielle et non de simples mercenaires, hésitèrent, leur regard passant de Philippe à l'appareil. L'autorité de Philippe s'effondra en une seconde, la réalité du crime dépassant leur loyauté achetée. Un silence de mort s'installa, seulement rompu par la pluie qui s'engouffrait par la petite fenêtre à barreaux. Philippe réalisa que le sol venait de se dérober sous lui, et que ses protecteurs de l'ombre ne pourraient plus rien pour lui face à une telle preuve. Avant que le beau-frère ne puisse presser la détente dans un geste de pur désespoir, le procureur qui l'accompagnait fit un pas en avant et posa une main ferme sur le canon de l'arme. La trahison avait changé de camp, comme elle le fait toujours lorsque le vent tourne trop violemment. Philippe fut désarmé et plaqué contre le mur de pierre, ses propres menottes se refermant sur ses poignets. Si vous croyez que la vérité finit toujours par triompher, même lorsque les puissants tentent de l'enterrer sous le marbre, alors ce dénouement est pour vous. La justice n'est pas seulement une question de tribunaux, c'est une question de dignité retrouvée. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne jamais oublier que chaque secret a une fin et que chaque victime mérite que son histoire soit entendue jusqu'au bout. Le retour vers la lumière fut lent et pénible, une procession de fantômes sortant enfin des ténèbres du couvent. Marc-André tenait Chloé d'un côté et son fils de l'autre, marchant vers les voitures de police qui n'étaient plus là pour l'arrêter, mais pour le protéger. Elena marchait à ses côtés, le visage levé vers la pluie qui commençait enfin à s'apaiser, lavant les traces de cette nuit d'enfer. Les jours qui suivirent furent un ouragan médiatique et judiciaire sans précédent dans l'histoire du pays. Les aveux de l'infirmière Sophie, complétés par les documents retrouvés dans le cercueil et les registres secrets du couvent, formèrent un dossier d'accusation indestructible. Maître Lefebvre, le médecin légiste et le directeur de la clinique furent arrêtés les uns après les autres, tombant comme des dominos. Le procès révéla l'ampleur monstrueuse de la machination. Le père de Marc-André avait effectivement orchestré l'échange pour s'assurer que l'héritier serait malléable et sans malformation. Philippe n'avait fait que reprendre le flambeau de cette cruauté, utilisant la mort supposée de Chloé pour détourner les fonds de la succession vers ses propres comptes à l'étranger. Elena ne reçut pas seulement une réparation financière qui la mettait à l'abri du besoin pour le reste de ses jours. Elle vit surtout le nom de son fils rétabli dans ses droits légitimes, le petit garçon devenant officiellement un Valence, avec tout ce que cela impliquait de responsabilité et de futur. Elle resta cependant fidèle à ses racines, refusant le luxe ostentatoire pour se consacrer à l'éducation de son fils. Chloé, quant à elle, fut opérée avec succès de sa malformation cardiaque, une intervention que Marc-André finança en utilisant ses propres ressources personnelles. Elle apprit à connaître ce père qui ne l'avait jamais abandonnée dans son cœur.
et elle trouva en Elena une alliée et une figure maternelle qu'elle n'avait jamais eue. La famille qui naquit de ces décombres était étrange, mais elle était bâtie sur la vérité. Le mausolée familial des Valence fut rouvert une dernière fois, non pas pour y placer un corps, mais pour en retirer les archives de la honte qui y avait été cachée. Marc-André fit transformer l'édifice en un mémorial pour les victimes des secrets de famille et des abus de pouvoir. Un lieu où le silence n'était plus une prison, mais une réflexion sur la valeur de la vie humaine. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Il peut acheter des juges, des médecins et même des cercueils vides, mais il ne peut pas effacer l'empreinte de la vérité dans le sang et dans la mémoire. Marc-André de Valence ne regarde plus son empire de la même façon. Il sait désormais que sa véritable richesse réside dans les regards de ses deux enfants, réunis par un destin que personne n'aurait pu prédire. Justice a été rendue, concrète et brutale. Philippe et ses complices purgent désormais de longues peines de prison. Leur influence s'étant évaporée dès que les caméras se sont braquées sur eux. La honte publique a été leur premier châtiment, suivi de près par l'oubli total de ceux qu'ils croyaient commander. Le système a été purgé, au moins pour un temps, de ses éléments les plus corrompus. Elena ne regarde plus les grilles du cimetière avec crainte. Elle sait que son fils marchera la tête haute, portant un nom qui a été lavé de ses péchés par le courage d'une mère célibataire que tout le monde voulait faire taire. Elle a prouvé au monde que le silence est parfois le crime le plus lucratif, mais que la parole est l'arme la plus puissante. Quel autre mystère lié à une succession ou un secret de famille enfoui devrions-nous explorer pour vous? Vos suggestions dans les commentaires sont le moteur de nos prochaines investigations. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour nous aider à mettre en lumière ces histoires qui dérangent mais qui doivent être racontées. La vérité vous attend, toujours. Le soleil se lève enfin sur la propriété des Valence, une lumière nouvelle qui ne cache plus les ombres, mais les dissipe. L'affaire est close, les dossiers sont rangés, et les cœurs commencent enfin à guérir. Marc-André s'assoit sur un banc de pierre, regardant ses enfants jouer au loin, loin des clauses secrètes et des héritages empoisonnés. L'histoire se termine ici, mais les échos de cette victoire contre l'oubli résonneront encore longtemps dans les couloirs du pouvoir.